L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin Philippe Dunoyer, candidat Horizon dans la première circonscription. Oui, Philippe Dunoyer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur le déroulement de cette campagne. Avant cela, vous avez entendu le haut-commissaire qui était notre invité il y a un instant sur Radio Rythme Bleu dresser une sorte de bilan des émeutes aujourd'hui et dire qu'elles avaient aussi franchi un palier. On n'était plus dans le même type d'émeutes. Elles sont devenues très violentes avec des tirs sur des gendarmes, etc. etc. Quel est votre sentiment, vous, par rapport à la situation ? Il faut qu'elle s'arrête de toutes les manières possibles immédiatement. C'est totalement inadmissible et insupportable de constater tous les jours que les forces de l'ordre, en l'occurrence, bien sûr, les Calédoniens sont prisonniers eux-mêmes, parfois directement victimes. Et là, ce matin, le haut-commissaire parlait singulièrement des forces de l'ordre, des gendarmes et des policiers à qui il faut rendre un hommage total pour leur courage et leur dévouement. Là, il y a vraiment des gens qui sont là sont des criminels, qui sont là pour tuer, pour blesser. Donc, ils méritent d'être traités de telle manière. Mais en même temps, ce que j'observe, moi, c'est qu'à côté de ce qu'on constate, de ce que le haut-commissaire énumère, il n'y a toujours pas, de la part de l'Union calédonienne, un appel au calme, à la levée des barrages et à la fin de ce qui se passe sur le terrain. Resteront peut-être sur le terrain ceux qui ont envie d'en découdre, mais il faut absolument que l'UIC clarifie sa position, parce que elle est la seule du côté du FLNKS à ne pas l'avoir fait. L'Unipalica l'a dit très clairement à de nombreuses reprises. Et moi, j'attends et je demande à l'UC de le dire aussi clairement. Alors, venons-en à votre campagne. Comment se passe-t-elle ? Parce que dans ce contexte-là, on imagine que les choses sont un peu difficiles. D'abord, la campagne, on le sait, est très courte. Cette dissolution n'était pas attendue. Et elle se passe dans un contexte très particulier en Calédonie. Comment vous arrivez à faire campagne ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à parler d'autre chose que de la situation en Calédonie et des émeutes ? Oui, alors bien sûr, il faut en parler parce que c'est le quotidien des Calédoniens depuis cette semaine maintenant. Et puis d'abord parce que aussi il faut les écouter. Je ne fais pas campagne seulement pour venir exposer des choses, mais aussi et beaucoup pour les écouter, les entendre. Et ils ont beaucoup de choses à dire. Maintenant, la campagne se fait plutôt bien. Elle est bien sûr en mode dégradé, mais on a des réunions publiques tous les jours. Enfin, c'est plutôt chez des personnes qui acceptent de nous accueillir. Je vais aussi à la rencontre de gens de la société civile. Donc j'ai vu la CPME, la FINC, j'ai vu le MEDEF hier en comité directeur. Je vois aussi des acteurs importants. Tout à l'heure, ce sera le Secours catholique et Saint-Vincent-de-Paul qui sont au plus près aussi de la misère, qui s'aggrave au fur et à mesure des jours qui passent. Voilà, donc on fait une campagne au mieux sur le terrain, sur les réseaux aussi, pour éviter de déranger les Calédoniens, mais en même temps passer les messages. Alors, il y a plusieurs points que vous mettez en avant dans votre programme de campagne. Le premier de ces points, c'est évidemment un retour au dialogue. Vous appelez tout le monde à se retrouver pour pouvoir dialoguer. Tous les candidats, finalement, font cet appel au dialogue, dont on vous constate pour l'instant qu'il est quasi impossible. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une chance de dialogue après ce qui est en train de se passer ? Ah oui, absolument. Alors, pour une raison qui est une raison que l'exemple de l'histoire nous a montré à la fin des années 80, 84-88, donc dans cette période où Jacques Lafleur ne voulait pas parler avec Jean-Marie Tjibaou et demander la dissolution du FLNKS. Ils en sont quand même sortis, il est parvenu à trouver cet accord, ils sont parvenus à trouver cet accord sous l'impulsion, et c'est très important, de l'État représenté, incarné par le Premier ministre. Donc, quand une situation semble dire que le dialogue est impossible, le dialogue, il reste toujours possible. Il est de plus en plus difficile au fur et à mesure du temps qui passe, bien sûr, mais il est toujours possible. Il n'y a aucune autre voie, surtout, qui permettra aux Calédoniens d'espérer retrouver d'abord leur liberté publique et ensuite la vie d'avant. Alors, si vous croyez au dialogue, la question que beaucoup se posent aujourd'hui, c'est à quel moment ? Parce que dans la situation actuelle, c'est quasiment impossible. Est-ce que c'est une question de semaines, de mois ? Non, c'est tout de suite. Non, mais bien sûr qu'aujourd'hui, hier, avant-hier, depuis cette semaine, on se dit mais c'est pas possible, puisque de toute façon, personne ne veut discuter. Mais posons les choses un peu calmement au sein du FLNKS. Donc parmi les partenaires indépendantistes, on a l'Unipalica qui est très clairement à la fois en opposition avec ce qui se passe sur le terrain. C'est quand même pas rien, l'Unipalica à l'intérieur de la sensibilité indépendantiste. On a travaillé avec eux pour ce qui nous concerne l'année dernière, sur un document qui n'était pas du tout un accord. Il y avait beaucoup moins d'ambition là-dessus, mais simplement une liste de convergences susceptibles d'alimenter un futur accord, qui a été salué par Jean-Pierre Diaoué et Victor Tutugoro. Donc on a cette partie des indépendantistes qui reste toujours, et on le sait, disponible, prête à des discussions. Mais on a aussi, de l'autre côté, je dirais, pour simplifier les choses, l'Union calédonienne qui n'est pas sur cette même ligne, en tout cas qui ne le dit pas officiellement, qui ne le confirme pas et qui ne l'appelle pas de ses voeux aussi immédiatement qu'il le faut. Il n'y a aucune autre perspective que celle-là.
C'était très simple. Plus on attendra, plus on égrènera les morts, les blessés, les destructions, les pertes d'emplois, plus on s'enfoncera doucement dans une espèce de lente agonie. Pas si lente que ça d'ailleurs. Et j'en profite aussi pour dire que ce que j'attends de l'État maintenant, c'est aussi une initiative politique. Il y a bien sûr des initiatives sur le terrain qui sont prises, et elles sont nécessaires, le haut-commissaire en a parlé tout à l'heure, mais il faut maintenant, quand est-ce qu'on va attendre, une nouvelle initiative politique pour essayer de reprendre un fil ou un chemin du dialogue. Là encore, on sait que ça va prendre du temps, puisqu'il y a une dissolution, il y a des élections, il y a peut-être une nouvelle majorité qui va se mettre en place, un nouveau gouvernement, donc c'est pas dans les semaines qui viennent que les choses vont se dégager. Je ne suis pas d'accord. Oui, bien sûr, vous avez raison, il y a une dissolution, il y aura tout ça c'est vrai. Sur le timing, vous êtes pas d'accord. C'est vrai. Non, sur le timing, je ne suis pas d'accord parce qu'on n'a pas besoin de savoir s'il y a une majorité ou pas une majorité et laquelle à l'Assemblée nationale pour prendre une initiative politique. L'État, le président de la République, démissionnaire, il y a une mission du dialogue qui a été constituée le 23 mai, c'était il y a un mois. Elle existe toujours. Peut-être faut-il la compléter, peut-être faut-il la faire revenir. En tout cas, il y a beaucoup de manières susceptibles de permettre de réenclencher quelque chose. Je ne dis pas tout de suite d'aboutir forcément, évidemment, à une solution, mais on le sait, l'histoire nous l'a montré, sans initiative de l'État, on n'y parvient pas et je ne vois pas ce qu'on attend. Vous avez eu des nouvelles, vous, de cette mission du dialogue, savoir quel est son timing, si elle va revenir ou pas, justement? Alors, j'ai un peu échangé avec les membres de la mission du dialogue. Pour le moment, si j'ai bien compris, ils n'ont pas de visibilité au moment où je vous parle, mais c'était justement pour moi l'occasion, auprès d'eux et d'autres relais à Paris, de le dire. Il faut de toute manière, sans attendre, parce que le temps presse et parce que le temps coûte beaucoup aux Calédoniens tous les jours, prendre des initiatives avec nous. Alors Philippe Dunoyer, dans votre programme, vous mettez aussi en avant d'engager deux partenariats stratégiques dans deux domaines. Le premier, c'est évidemment sur le nickel. Vous parlez d'un partenariat stratégique avec l'Europe. Oui. On sait que la France avait proposé le pacte nickel, que même s'il était imparfait et que chacun le reconnaissait, ça permettait quand même de probablement sauver la filière nickel. Pourquoi aujourd'hui se diriger vers l'Europe ? Alors, c'était déjà prévu aussi dans les discussions. Pour les débouchés. Voilà. Très, très rapidement, il y a eu un rapport de l'Inspection générale des finances qui a exposé que pour assurer la commercialisation du nickel produit par les usines calédoniennes, on pouvait se tourner vers les marchés français et européens. Ça n'a pas été repris dans le pacte nickel. C'était très bizarre et c'est une des raisons pour lesquelles ce pacte nickel nous a beaucoup surpris, alors que c'est la principale solution nécessaire. Un pacte que vous aviez combattu à l'époque. Parce que cette dimension n'y prenait pas place et j'ai pas compris pourquoi, puisqu'en l'occurrence, encore une fois, 1, le rapport de l'IGF, 2, le président de la République, 3, l'Union européenne qui a pris un acte l'année dernière pour justement s'engager à acheter directement ces matières premières dont elle a besoin. Ça ne figurait pas dans le pacte. Et ce que je constate aussi, c'est qu'il y a quelques mois, le Groenland, qui est un PTOM, un pays territoire d'outre-mer comme nous, a signé directement avec l'Union européenne un accord pour vendre les matières premières dont il dispose. Je propose donc dans ce pacte stratégique finalement de concrétiser ce qui a été engagé pour que les 3 usines, même s'il faut changer peut-être certains produits, il faut les raffiner, il faut les transformer, permettent à la fois à l'Union européenne et à l'intérieur à la France d'augmenter leur indépendance par rapport aux besoins qu'ils ont en matières premières. Alors, encore faut-il qu'il y ait une filière nickel qui vive en Nouvelle-Calédonie. On sait que les inquiétudes sont très fortes sur les 3 usines aujourd'hui. Il y a vraiment pour vous un risque de voir une filière se déliter complètement? Bien sûr, de toute façon c'est simple. Il n'y a plus rien sur les mines non plus, donc il n'y a plus de travail sur les mines. Oui, et puis on a aussi, il faut le noter, une dernière communication ou l'avant-dernière de la CCAT qui appelle au blocage des mines. Donc là, encore une fois, encore un nouveau motif de condamnation de la part de ceux qui sont à l'origine, je repense encore à l'UC, de la création de la CCAT. On ne peut pas tenir des propos et des menaces qui vont avoir des conséquences catastrophiques, supérieures, supplémentaires en tout cas à celles qu'on connaît déjà. On a 2 usines qui sont à l'arrêt, une qui tourne très péniblement. On en a besoin, évidemment. Les 20 000 personnes qui dépendent directement ou indirectement et leurs familles en ont besoin. Donc je ne peux pas imaginer que les 3 cessent, même si c'est le danger qui plane sur elles. Et par contre, à l'envers, si les 3 reprenaient un début d'activité, la sécurisation de l'approvisionnement, ce serait le débouché nécessaire et la sécurisation pour les familles. Alors l'autre partenariat stratégique que vous souhaitez engager, c'est avec l'État cette fois-ci, et c'est sur la reconstruction. Alors vous attendez quoi? Que l'État finance la reconstruction? J'attends d'abord que l'État prenne véritablement conscience de la gravité de la situation dans laquelle on se trouve. Vous pensez que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a un décalage important entre la perception et la réalité de ce qu'on vit. Et la menace économique, systémique qui est la nôtre, tous les jours, avec de plus en plus de situations d'entreprises et de particuliers qui, sans avoir ou perdu leur emploi
ou avoir été incendiées, pour les entreprises, chaque jour et chaque mois font face à des espèces de deadlines. J'étais à la clinique Quindomania hier, ils ont besoin de 500 millions, ils passent au tribunal la semaine prochaine. Si les décisions ne sont pas prises, ils sont susceptibles de fermer. Si la clinique ferme, l'hôpital ne tient pas. Si l'hôpital ne tient pas, le système de santé s'effondre. C'est une manière pour moi d'illustrer le décalage qu'il y a entre la perception et la réalité. Et je pense que là, pour l'illustrer, donc dans les propositions, il faut faire plusieurs choses pour alimenter ce plan Marshall ou ce plan de reconstruction. Il faut adosser à un accord politique qui est nécessaire, qui est le préalable, un volet financier pour, à hauteur d'1 milliard d'euros, une centaine de milliards de francs CFP, un petit peu plus, par an pendant 5 ans, prévoir le financement de la sphère publique et parapublique et le financement du chômage partiel. Je rappelle qu'il va coûter 28 milliards jusqu'à la fin de l'année. Il faut aussi, à côté, aller chercher d'autres sources de financement, et je propose la création d'une défiscalisation spéciale reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'à ce moment-là, on ira chercher chez des contribuables, entreprises, particuliers, métropolitains, une source, une manière de financer un peu mieux et un peu plus le rétablissement de l'économie calédonienne. Avec aussi des aides supérieures à celles qui ont été proposées pour les entreprises de taille moyenne. Pour l'instant, les aides qui sont proposées sont plutôt pour les toutes petites, mais les entreprises de taille moyenne ou grosse, elles n'ont rien vu encore sortir. Transformer aussi les prêts qui ont été accordés à la Nouvelle-Calédonie en subventions. Et puis ici, en Nouvelle-Calédonie, j'en profite, des moratoires fiscaux et sociaux, là où ça va être nécessaire, et malheureusement ça va être nécessaire, et puis la fin de certaines autorisations qui sont aujourd'hui rendues obligatoires par des dispositions en matière d'urbanisme commercial, en matière d'autorisation de la concurrence, d'autorité de la concurrence. Il faut suspendre pendant un temps, 3 ans, c'est ce que je propose en tout cas, ces mesures qui dans un temps normal étaient entravantes, mais qui aujourd'hui sont carrément incapacitantes pour que la Calédonie retrouve un souffle et que l'économie respire à nouveau. La situation est telle en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui qu'on ne sait plus par quel bout. Alors il y a ce que vous proposez, mais il y a tellement de choses à faire et on part de tellement loin que les choses sont très compliquées. Certains parlent d'une mise sous tutelle carrément de la Calédonie pour justement pouvoir favoriser cette reconstruction et un redémarrage de l'économie. Vous y êtes favorable ? La mise sous tutelle est pas possible tant que la Nouvelle-Calédonie ne change pas son statut dans la Constitution. Ça, c'est le premier obstacle juridique. Deuxièmement, le véritable... Il n'est pas contournable, celui-là ? Il est contournable dès qu'on aura trouvé une majorité pour voter un nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie dans la Constitution, donc ça ne va pas être tout de suite. Mais surtout, c'est une question de volonté, ce n'est pas une question de statut. Qu'on soit sous tutelle ou pas, la vraie question que je pose, et ce que je veux arriver à faire passer comme message directement et à Paris, c'est prenez conscience de la réalité. On n'a pas besoin d'être mis sous tutelle. De toute façon, l'argent qui sera prêté par l'État ou qui sera prêté et investi sous d'autres formes, il va être suivi par l'État. Tout le monde imagine bien qu'il y aura des conditions qui seront faites. Il n'y a pas besoin d'être mis sous tutelle. Ou alors, à l'envers, si on était mis sous tutelle et qu'on n'a pas l'argent qui est nécessaire, ça servira à rien aussi. La vraie difficulté, c'est le décalage de perception par rapport à la réalité, l'État qui doit prendre conscience qu'on est au bord du gouffre, et ça nécessite un plan comme après la Deuxième Guerre mondiale, un plan véritablement de reconstruction, à la hauteur de besoins qui sont pour nous très importants, pour un pays comme la France, pas si grave ou lourd que ça sur 5 ans, et à ce moment-là, sans être sous tutelle, avec un accompagnement précis, un investissement ciblé de ces financements-là, on pourra s'en sortir. Philippe Dunoyer, une dernière question. On va parler du visage de la future Assemblée dont personne ne peut dire à quoi elle va ressembler. Vous vous situez plutôt, on va dire, dans la mouvance présidentielle, d'une façon très large. Le président de la République a dit ni RN ni LFI. Vous êtes aussi sur cette ligne-là ? Moi, je suis investi par Horizon, donc voilà, je clarifie les choses. Si je suis élu, je siégerai dans le groupe Horizon, et donc ni chez LFI, ni au RN. Mais moi, si j'ai bien compris, la question que vous posez, c'est au deuxième tour, en métropole, s'il y avait des triangulaires, comment ça se passerait, ou s'il y avait des bilatérales, comment ça se passerait. Comme c'est une consigne générale, je l'entends. Et je la partage puisque je ne suis ni chez les uns ni chez les autres. À titre personnel, je n'envisage pas nécessairement de ne pas être au deuxième tour puisque chaque candidat qui se présente espère l'emporter. En métropole, oui, il y a un véritable enjeu qu'on peut traduire avec 2 extrêmes qui s'opposent, qui sont très forts. On regarde les sondages, on voit qu'ils sont très forts l'un l'autre. Mais la radicalité, comme ici, nourrit la radicalité. Ça, c'est une certitude. Et plus on entend les extrêmes, plus on entend la radicalité, plus la majorité silencieuse, celle que je veux représenter, celle qu'on n'entend pas ou peu, se trouve enfermée dans cette espèce de tenaille. Et c'est à eux que je pense, c'est à eux que je demande le 30 et le 7 juillet de mettre un bulletin
pour Annie Roisey et pour moi dans l'urne, parce que c'est leur voix qui compte. Philippe Dunoyer, candidat Horizon dans la première circonscription. Merci d'avoir Et merci de votre accepté notre invitation ce matin.